vrai, j'ai jamais vraiment accroché à l'histoire, hein. Parfois, j'essaie de lire, mais il y a que des mots compliqués, je comprends rien, c'est Attends, ferme ta gueule. Ne vous laissez pas arrêter par les mots compliqués. Je vous promets que vous ratez un vrai chef-d'œuvre. J'ai bien dit chef-d'œuvre. En fait, l'histoire part d'un plot assez classique, mais à partir d'une base a priori légère, le jeu nous amène dans une dimension poussée, très sensible, et je dirais même philosophique. Bon, et quelques waifus aussi, mais je suis pas là pour ça. Enfin, pas maintenant. Bref. Au commencement de Wuthering Wave, il y a un homme, allongé au fond d'une mer, qui n'est pas tout à fait une mer. Une mystérieuse déesse est penchée au-dessus de lui. Elle plonge la main dans sa poitrine, y déposant quelque chose, puis le pousse à travers un portail. Cet homme, c'est nous, le nomade. Et la première chose qu'il fait en se réveillant, c'est de ne se souvenir de rien. Je vais vous spoiler immédiatement, le jeu va mettre 50 heures à nous dire la vérité, et la vérité, elle est bien plus dure que ça, ce n'est pas une amnésie. C'est une décision. Le nomade a choisi d'oublier. Et tout ce qu'on va voir, tous les personnages qu'on va rencontrer, toutes les batailles qu'on va livrer, c'est en réalité un seul homme qui se redécouvre à neuf parce qu'il l'a décidé. Il faut vraiment qu'on mette tout à plat. Et je vais tout vous raconter dans l'ordre chronologique, sauf quand l'ordre dans lequel le jeu nous présente les choses sera plus clair. Évidemment, je vais pas tout raconter, mais l'essentiel, les fils qu'il faut absolument tenir pour suivre la suite. Nous sommes sur la 3e planète à partir du Soleil, et cette planète se nomme Solaris 3. Bon, ils sont pas fichés pour le nom. Depuis plus de 10 000 ans, ce monde est frappé par des catastrophes qui n'existent nulle part ailleurs dans le cosmos. Ces catastrophes, on les appelle les lamentations. Chaque lamentation redessine le monde. La première, elle, a tout réécrit. Les lois physiques elles-mêmes ont vacillé. Une seule, par contre, a tenu bon, la gravité. Tout le reste a été soit légèrement modifié, soit complètement bouleversé. Et parmi ces bouleversements, il y en a un qui domine tous les autres. Tout, absolument tout ce qui existe sur Solaris 3 a été converti en fréquence, en vibration, en réverbération. Le monde est devenu une partition que personne ne joue et que seuls quelques-uns entendent. Une pierre vibre, une émotion vibre, un mort vibre, un souvenir aussi. Tout ce qui est sur cette planète résonne. Et ces quelques-uns qui entendent, on les appelle des résonateurs. Ils sentent les fréquences, ils peuvent les saisir, parfois même les plier à leur volonté. Sur leur peau, ils portent une marque qui les désigne, la marque taciturne. Nous, le joueur, nous incarnons l'un d'eux, le nomade. Mais vous vous en doutez, le nomade n'est pas un résonateur comme les autres. Personne ne sait qu'elle agit là, pas même lui. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il combat la lamentation depuis le tout début, depuis ses premières apparitions, autrement dit, depuis des millénaires. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas 10 vies, c'est une éternité passée à faire la même chose. Voir naître des villes, les voir tomber, enterrer des compagnons et en former de nouveaux. Puis recommencer, encore et encore et encore. Réfléchissez à ça un instant. Quelqu'un qui se souvient d'avoir vu mourir 100 générations. Quelqu'un pour qui un siècle est en fait une saison. La lamentation, ce n'est pas seulement une catastrophe, c'est aussi un nom générique pour tous les phénomènes étranges qu'elle laisse derrière elle. Les zones taciturnes, par exemple, d'où sortent des monstres, qu'on appelle les Tacet Discord, ou encore des minerais assez étranges, comme la tacétite. Un jour, sur une île faite entièrement de tacétite, le nomade a fait une découverte qui va tout changer. Une machine ancienne, capable de prédire les éruptions de lamentation avant même qu'elle ne frappe. Cette machine s'appelle Tethys. Comprenant ce qu'il a entre les mains, le nomade fonde une organisation autour d'elle pour étudier, protéger et combattre. L'île devient alors le littoral noir. Et ces points de téléportation qu'on utilise dans le jeu, ce sont en réalité des balises. Elles renvoient des informations à Tethys, jour et nuit, depuis chaque coin du monde. Un peu comme une toile sismique tendue à la surface entière de Solaris 3, et c'est nous, en jouant, qui complétons ces informations. À cette époque, le nomade porte un autre nom. On l'appelle le modulateur d'astre, Astral Modulator. Vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez tendu l'oreille lors d'une cinématique. Donc à l'époque, sa responsabilité est de superviser Tethys. Il interprète ces données et s'assure que la machine reste stable. Sauf que Tethys avait un problème, et ce problème, c'était son cœur. Tethys est une machine, elle ne ressent donc rien par elle-même. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'émotions pour fonctionner. Et c'est pas pratique pour une machine. En fait, son cœur consomme des émotions humaines, comme un moteur pourrait consommer du carburant. Et, information importante, la lamentation dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure fait exactement la même chose. Elle se nourrit des émotions humaines, c'est sa puissance, son moteur, et je dirais même sa raison d'être. Alors,
quelqu'un, à un moment, a eu une idée. Pourquoi pas une portion de lamentation au cœur de Tétis? Sur le papier, c'est malin. La machine étudie ce qu'elle contient, le carburant est inépuisable et tout le monde y gagne. Non, je vais vous le dire franchement, c'était pas malin. Ils ont mis une lamentation dans une machine. Personne ne s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée. Forcément, ça a dérapé. Voilà ce qui se passait. La lamentation, enfermée dans Tétis, ramenait à la vie des copies de personnes mortes lors d'une ancienne éruption. Ces copies revivaient le même jour, encore et encore, un cauchemar condensé, enfermé dans une boîte qu'on entendait à peine derrière les parois. Il nous fallait donc un autre cœur. Quelque chose qui stabilise sans rendre folle la machine. Et c'est pour ça qu'a été créée la gardienne du littoral. Elle est née de l'énergie vestigiale, donc elle n'est pas humaine au sens strict. Mais ce détail n'a presque pas d'importance, parce qu'elle ressent pleinement. C'était sa qualité principale, celle qui devait lui permettre de devenir le cœur de Tétis. Problème, avec les émotions vient la conscience. Avec la conscience vient l'attachement. Et c'est là que toute l'histoire de Wuthering Wave bascule. Pas pendant un combat, ni pendant une éruption, mais dans le silence d'un homme qui apprend le piano à une créature artificielle. Le nomade et la gardienne du littoral sont devenus proches. Il lui a appris à jouer, ils ont parlé des heures, des semaines, des années. Il a emmené voir le monde jusqu'à Renacita, où les océans portent des noms qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là. Ils se sont construits à deux une vie entière de souvenirs. Ils se connaissent en fait depuis des millénaires. Et c'est aussi pendant cette période que le nomade a créé Jiao et fondé Jinzhou. D'ailleurs, c'est un détail à garder en tête, et on y reviendra. Alors, quand le moment est venu, quand il a fallu placer la gardienne dans le cœur de Tétis, comme prévu, comme ça avait été conçu, le nomade n'a pas pu. Il n'a pas pu lui faire ça, pas pu la perdre. Il ne pouvait pas transformer en outil ce qui était devenu pour lui une personne à part entière. Ça, c'était il y a 20 ans. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce qui se passe ensuite, on l'apprend sans vraiment saisir la portée. Comme je vous l'ai dit au début, le nomade a effacé sa propre mémoire. Il a donc remis le pouvoir entre les mains de Tétis, il a passé le flambeau à la gardienne et il s'est effacé lui-même. Comme on souffle une bougie, littéralement. Vraiment, retenez bien ça tout le long. Elle vaut son pesant d'or pour la suite. Revenons au tout début du jeu, à cette scène que j'évoquais en ouverture. La déesse penchée sur le nomade, la main dans la poitrine, quelque chose qui se dépose, un portail. Est-ce que cette déesse y dépose Abby? On sait pas encore. Et même la scène reste floue parce qu'on sait déjà que le nomade était un résonateur bien avant, qu'il absorbait déjà les tassettes Discord. À un moment du jeu, on nous dit même que la fréquence d'Abby réside en lui depuis des millions d'années. Et c'est pas la première fois qu'il se réveille non plus. Alors pourquoi maintenant une marque taciturne? Pourquoi cette scène à ce moment précis? Aucune réponse pour le moment. Donc la déesse, le portail et le nomade qui atterrit dans la mer éthérée. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que cette mer n'est pas réellement une mer. Cette mer est en fait une immense fréquence brute qui couvre Solaris 3 et l'isole du reste du cosmos. La mer éthérée n'apparaît jamais par hasard. Elle se manifeste quand une zone taciturne est sur le point de naître. Et effectivement, à peu de distance de l'endroit où on se réveille, une zone fraîchement formée nous attend. Mais avant ça, je vais vous expliquer en quelques secondes quelque chose qu'il faut vraiment comprendre avant de continuer. Imaginez un être ancien, immensément puissant, sans mémoire. Beaucoup de gens auraient intérêt à mettre la main dessus. Et plusieurs factions le savent déjà. Les Fraxidus, le Littoral Noir, la Sentinelle Jiao et Jinxi, la magistrate de Jinzhou. Vous ne savez rien. Eux, ils savent, et toute la première heure du jeu se joue sur ce petit décalage. Une équipe est envoyée pour vous récupérer. 3 personnes. Shishia, patrouilleuse junior de Jinzhou, Yang, éclaireuse des gardiens de minuit, et Baishi, chercheuse et soigneuse à l'académie de Wakshu. Baishi vous trouve sans doute la première, mais elle file ensuite enquêter sur la zone taciturne qui vient de s'ouvrir non loin de là. Quand vous reprenez conscience à Yunling la vallée, ce sont Yang et Shishia qui sont là. Yang remarque d'ailleurs tout de suite quelque chose, vous avez l'air d'un noyé, on aurait remonté la surface. Quelque chose dans le regard peut-être, ou dans la respiration, elle ne saurait pas trop l'expliquer. Après quelques mots échangés, il décide de faire route avec vous vers Baishi. En chemin, on traverse une zone, surmontée d'une immense statue de dragon. Ce dragon, on le sait aujourd'hui, c'est Jiao. Le nomade a un flash. Il se voit face à elle. Parce que c'est juste, un peu comme une image. Parce que un siècle plus tôt, c'est exactement à cet endroit-là que le nomade, en utilisant le pouvoir de Jiao, a vaincu le Sans Couronne et fondé Jinzhou. Yang prend le temps d'expliquer. Wanglong, le pays, est composé d'une capitale et de 6 grandes villes. Chaque grande ville possède sa sentinelle, qui veille sur elle. À l'origine, ces 7 sentinelles ne formaient qu'une seule entité. Et pour une raison qu'on ignore encore, cette entité s'est divisée. Et chaque morceau a pris en charge sa propre région. Petit détail à mettre de côté pour plus tard, Jiao appelle le nomade son arbitre, son ancien maître. Ce qui veut dire que les sentinelles lui obéissent. Elles attendent ses ordres. Retenez bien ce mot, arbitre. Il revient à la fin. Yang précise aussi un point important. Seul le résonateur désigné par une sentinelle peut s'en approcher. Cette règle protège la sentinelle et elle protège le résonateur. On arrive au point de rendez-vous, Baishi n'est pas là. Mais de la zone taciturne voisine sort quelqu'un qu'on n'attendait vraiment pas.
le sans couronne, de retour, prêt à régler ses comptes après un siècle d'attente. Et après un combat acharné qui durera une seconde, et ben on va le baiser. Le boss dont on avait tellement peur autrefois, qui attendait sa vengeance depuis si longtemps, ben ouais, bon. Bon, quoi qu'il en soit, il tombe, et sa réverbération, son écho, reste sur place. Les autres nous demandent alors de le collecter avec notre borne Pangu. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, et que notre banque de données est à 0. Et c'est là qu'on entend une voix pour la première fois. Une petite voix. Une voix qui n'a aucune raison d'être là. Une voix qui dit très simplement qu'elle a faim et qui collecte l'écho à notre place, comme si c'était l'évidence même. Juste après, on a un flash. Cette fois, c'est le sans délire, parce que ce boss-là aussi, on l'a déjà combattu dans une autre vie. Bref, on y reviendra. Après cette vision rapide, Yang Yang et Xixia n'en reviennent pas. Absorber un écho sans borne Pangu, ça ne devrait pas être possible. Baishi reste calme, comme toujours, Xixia panique, comme toujours, et Yang Yang lâche, sans s'en rendre compte, la première information qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Elle mentionne un ancien texte, les références générales pour les historiens. Dans ce texte, quelqu'un est décrit sous le nom de nomade. Bon, pas n'importe qui, un être céleste. Bon, capable de commander au pouvoir de Qiankun. Bon, cet être aurait pris une forme mortelle. Tiens, il aurait été l'origine du système Pangu. Cet homme, c'est celui qui permet aujourd'hui à n'importe quel résonateur de capturer des échos. Et imagine que vous saisissez, tout le monde a besoin d'une borne pour collecter, mais l'inventeur du système, lui, évidemment, n'en a pas besoin. Il absorbe directement avec ses mains, ou plutôt avec Abby. Xixia ajoute un détail qu'on n'oublie pas. Cette même personne aurait utilisé le tout premier écho pour reconstruire le monde après une lamentation, réécrire les lois naturelles et fonder Wanglong. Bon, vous voyez maintenant à quel point cette scène n'est pas une scène d'introduction, c'est une scène de révélation. Dans une carrière banale, deux jeunes filles découvrent qu'elles voyagent avec le fondateur de leur pays. Et juste après, la mère éthérée se dissipe, un message arrive de la magistrate Jinzi, elle dit qu'elle vous attendait. Bien sûr qu'elle vous attendait. La sentinelle Jiao avait prophétisé votre retour. Jinzi en discutait déjà avec le littoral noir et avec l'aide de Changli, elle avait préparé un plan. Ce qu'on ne sait pas exactement, c'est combien chaque camp savait. Parce que le littoral noir, à ce moment-là, opère dans l'ombre, tellement dans l'ombre qu'on les prendrait pour les antagonistes. C'est même un défaut d'écriture du début. Ils ont une vraie énergie de méchant et ça nous mélange un peu la lecture pendant des heures. Écoutez la suite et vous comprendrez ce que je veux dire. On part rencontrer Jinzi. Et sur le chemin, du haut d'un arbre, le jeu nous met en scène quelqu'un, une silhouette, qui marmonne quelque chose pour elle-même, on comprend pas trop, mais cette silhouette a l'air inquiétante, mais on ne la voit pas. Alors quand on arrive en ville, Jinzi n'est pas là. À sa place, on retrouve sa garde du corps, Sanua. Sanua perçoit le monde autrement. Elle est aveugle au sens classique du terme, mais elle voit quand même. En fait, elle voit les fréquences. Selon ce que les gens portent en eux, elle perçoit des silhouettes très différentes. Le détail qui compte, c'est que le nomade est l'une des très rares personnes qu'elle perçoit sous forme humaine. Dans son histoire personnelle, on apprend qu'elle voit habituellement les gens comme des monstres tordus, des assemblages biscornus de bruits, d'émotions, de dissonances. Pas vous. Vous, elle vous voit vraiment. Sanua nous remet 3 objets, 3 indices laissés par Jinzi. L'idée, c'est de retrouver la magistrate sans alerter ceux qui ne devraient pas savoir où elle est, ni ce qu'elle prépare. Pour comprendre les indices, on passe par l'académie de Wakshu. On y était de toute façon attendu pour faire évaluer notre statut de résonateur. C'est pendant cet examen que Baishi formule une hypothèse qui va devenir la clé de tout. Selon elle, il y aurait à l'intérieur du nomade une sorte de dimension ou de créature. Quelque chose capable d'absorber les fréquences qui ne semblent pas vouloir partir. Aujourd'hui, on sait, cette créature, c'est Abby. Baishi nous fait donc passer par une simulation de combat dans une sphère sonoro. Pendant la simulation, le nomade a des visions, une immense lune, le sans délire, à nouveau. Et quand il en sort, il raconte tout. Baishi y répondra à ça que ça lui évoque une guerre ancienne. Ce qu'elle prend pour une coïncidence est en fait une confirmation. Ce ne sont pas des visions, ce sont des souvenirs. Plus précisément, ce sont les souvenirs qu'on n'a pas réussi à complètement effacer. En quittant l'académie, on remarque qu'une autre faction nous observe, les Fraxidus. Et c'est là que le jeu perd un peu les joueurs parce qu'on a vu quelqu'un nous observer un peu avant, puis maintenant à nouveau quelqu'un nous observe, donc évidemment on fait le lien et on se dit ce sont les mêmes personnes. On verra plus tard que non, mais quand on joue et qu'on voit ça, c'est un peu étrange. On continue donc notre route et on cherche d'autres informations. En chemin, on croise Jianshin. Les gardes nous font des histoires à la porte, mais on se porte garant pour elle et tout rentre dans l'ordre. En fait, l'un des gardes regarde notre passe d'accès et il découvre une chose qui le figera complètement. On a le niveau d'autorisation maximum. Pour que vous compreniez, au-dessus de ce niveau-là, il n'y a rien. Notre garde dit qu'avec ce niveau, on pourrait faire sortir une armée entière de la cité sans que personne ne pose la moindre question. C'est l'un des petits avantages d'avoir fondé le pays. Cette scène dure 30 secondes, elle passe complètement inaperçue, et pourtant, c'est l'un des moments qui crie le plus fort aux joueurs qui vous êtes vraiment. On quitte donc la cité avec Chongqing, direction une base militaire. En chemin, quelques missions secondaires nous donnent un aperçu de la vie hors des murs. Les soldats, leur quotidien, ce qu'ils encaissent, et honnêtement, c'est pas grand chose de glorieux. Beaucoup d'attentes, un peu de peur, des conversations à voix basse autour des feux, ça a vraiment pas l'air d'être la belle vie. Pendant qu'on parle avec Yang Yang, la voix d'Abby revient. La conscience du nomade bascule et l'espace d'un instant, dans les yeux d'un tacet de Discord, il voit une bataille en cours quelque part dans la plaine de Norchut. Un phénomène d'ailleurs qu'on ne reverra jamais.
Le nomade fait alors le lien avec ce que Baishi lui a expliqué sur les objets. La fréquence de l'un d'eux pointe vers une ville précise, Kichi. Quand on arrive à Kichi, on trouve un Tacet Discord étrange. Il n'attaque pas, et en fait, il fait bien pire, il répète les cris des humains qui vivaient là avec une voix d'enfant. C'est vraiment très perturbant. On dirait un appel qui crie un nom encore et encore. Yang Yang en tire 2 conclusions. La ville n'a pas été détruite il y a si longtemps, et quelqu'un a volontairement masqué la zone comme pour effacer ce qui s'est passé. En fouillant, on trouve des cartes au sol. Yang Yang les reconnaît, elles appartiennent aux Fractsidus. Petite parenthèse rapide sur les Fractsidus, parce qu'on va les croiser souvent. Les gardiens de minuit les considèrent comme une organisation terroriste. Leur obsession est de fusionner les humains avec les Tacet Discord. Au-delà de ça, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent. À leur base, on trouve les artisans. Au-dessus, les inquisiteurs, des dirigeants aux capacités inquiétantes et aux intentions assez opaques. Parmi les inquisiteurs, il y en a un que les Fractsidus eux-mêmes considèrent comme dangereux. Un homme qui ne reconnaît aucun ordre, un homme qui jouit de la destruction, et Yang Yang reconnaît ses cartes. C'est Scar. Au moment où elle prononce ce nom, un immense portail rouge s'ouvre derrière vous et l'aspire. Scar sait faire son entrée, et il explique tout de suite que Yang Yang est en sécurité. Il a juste mis de côté pour qu'elle n'influence pas votre jugement. Il a entendu parler de notre amnésie et il vous suit depuis votre réveil. Selon lui, beaucoup d'autres vous suivent aussi, mais lui est le seul à être venu vous parler en face, à découvert, avec, prétend-il, une honnêteté totale. Plusieurs forces se disputent votre allégeance depuis l'instant où vous avez ouvert les yeux. Et toutes ces forces, sans exception, savent à quel point vous êtes précieux. Si on y repense, cette phrase recontextualise toutes les comparaisons qu'on vous a fait avec un ancien être céleste balancé au détour d'une conversation comme si de rien n'était. Vous êtes précieux, tout le monde le sait, sauf vous. Vous commencez à le comprendre, mais... Scar enchaîne. Selon lui, les Fractsidus n'ont pas détruit Kichi. Il sait que vous n'allez pas le croire sur parole, alors il vous invite à chercher et à comprendre par vous-même. Et ça, en passant, c'est vraiment quelque chose de brillant. Un manipulateur qui vous dit « Me croyez pas, vérifiez », ça vous met en confiance parce que vous vous dites « Ok, il veut vraiment pas influencer mon jugement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il va vous pousser exactement là où il voulait que vous soyez. » Alors, vous trouvez des indices. Vous supposez que les habitants se sont entretués. Scar le confirme, mais la vérité, dit-il, est bien plus compliquée que ça. Il raconte alors une parabole, des agneaux et un berger. Le nomade lui demande alors s'il est devenu le berger, et Scar répond qu'il n'a non seulement jamais été le berger, et qu'il ne le sera jamais. Que lui et le nomade, c'est une autre chose. Eux, ils sont les agneaux noirs. Ceux qui sortent de la ligne, ceux que le berger ne ramène pas. Puis la conversation s'accélère, les tensions montent, et Scar vous enferme dans une illusion, puis vous défie en vous racontant des discours délirants. Heureusement, en plein combat, Yang Yang vous tire de là, elle a brisé l'illusion de l'extérieur. C'est là que Frolova apparaît, dit à Scar qu'il est allé trop loin pour une première rencontre, puis sans un mot de plus, l'emmène. Si vous avez l'impression que j'ai bâclé la fin de cette partie, c'est parce que en jeu, c'est exactement la sensation que l'on a. On se retrouve comme des cons à essayer de digérer tout ce qui vient de se passer, puis on regarde un peu autour de nous, et nos yeux finissent par tomber sur un Tacet Discord, qui répète frénétiquement le même mot. On suppose qu'il parle de Scar. Et pendant ce temps, Sanua, depuis l'ombre, a tout observé. Au téléphone, elle rapporte à Jinxie. Comme prévu, dit-elle, Scar n'a pas essayé de tuer le nomade, ni Yang Yang. Elle confirme qu'elle est restée à distance, comme Jinxie le lui avait demandé. Tout cela, depuis le début, était sous contrôle. Mais pas celui de Scar, celui de Jinxie. La traque de Scar nous mène à une caverne souterraine, à un journal abîmé. Le journal raconte tout. Scar était déjà passé. Il avait dit à la jeune fille qui le tenait qu'elle pouvait l'appeler son frère. Il lui avait raconté la parabole, les agneaux noirs, le berger, tout ça. Cette jeune fille avait un pouvoir. Elle pouvait raisonner à la fois avec les fréquences des humains et celles des Tacet Discord. Concrètement, elle pouvait réanimer les morts sous forme de Tacet Discord. Sa sœur est morte en essayant de la protéger. La jeune fille, naïvement, l'a donc transformée, et elle s'est retrouvée avec une créature qui était sa sœur sans tout à fait l'être, qui ne parlait plus, qui ne riait plus, mais qui était là quand même. Elle cherchait, sans savoir si c'était possible, un moyen de la ramener pleinement à elle-même. Mais les habitants vont finir par comprendre, et furieux, ils ont encerclé la maison. Ils l'ont traitée, elle et son père, de meurtriers. Le journal se termine gravement sur sa prière pour le salut de Kichi. Mais le plus intéressant est que la dernière phrase n'est pas d'elle. Quelqu'un d'autre l'a écrite, après. Cette phrase dit simplement « Il semblerait que tu sois la plus chanceuse ». Maintenant, il faut que je m'arrête un instant. Cette séquence est à la fois l'une des plus intéressantes du début de jeu et en même temps l'une des plus mal à raconter. Yang Yang dit que c'est récent, Shishia dit que c'est ancien, Scar dit que les habitants se sont entretués, le journal n'a pas l'air de le contredire, mais n'affirme rien non plus, pendant que Chichia ajoute que la majorité ont été relocalisés. Scar laisse entendre que la fille a été sacrifiée, tandis que Yang Yang, quant à elle, d'abord pense que le Tacet Discord est la jeune fille et non pas la sœur, puis dit finalement qu'elle porte ses vœux. À la fin, tout le monde se demande si Scar ne l'avait pas plutôt sauvée. Bref, on a 5 versions différentes en 1 heure de jeu. Si vous étiez perdu à ce moment-là, c'était pas vous du tout. C'était à 100% l'écriture.
Et sans décortiquer ligne par ligne, en prenant tous les éléments en compte, la finalité que je vous ai donnée était vraiment dure à comprendre. On finit par résoudre l'énigme qui, comme je vous l'avais dit bien avant, consistait à trouver Jinxie sans que Scar nous trouve. Bon, il nous a trouvé avant, mais pas avec Jinxie, donc en théorie, ça va. Et la réponse pointe vers la grande bibliothèque. Les grandes bibliothèques de Wanglong sont presque toujours fermées au public. Seuls les magistrats et leurs sentinelles y ont accès. Ce ne sont pas des bibliothèques au sens habituel. Ce sont d'immenses bases de données. Elles contiennent des informations qui remontent à des époques très anciennes, des choses que personne ne devrait perdre, et qui, en de mauvaises mains, deviendraient des armes. Avant d'y aller, on apprend que le nomade avait, en réalité, rencontré Jinxie en secret après la 3e énigme. Pendant cette rencontre, Jinxie avait posé ses cartes. Elle cherche la sentinelle Jiao. Elle sait que les Fractsidus sont responsables de sa disparition et elle pense connaître leur objectif. Provoquer une nouvelle lamentation, convaincre le nomade de les rejoindre, capturer Jiao et ressusciter le réprimantum. Et la dernière fois que Jiao lui a parlé, la sentinelle a mentionné une lune dans la plaine de Norchut. Comme Jinxie sait que Scar nous suit, elle prépare donc un piège et la grande bibliothèque, c'est l'appât. Alors, on joue l'innocent et on y va. Une partie de la bibliothèque est très inondée. On résout alors des énigmes, on remet de l'ordre en s'enfonçant vers le cœur du système. Au cœur, évidemment, Scar nous attend. Il menace, il veut tout faire exploser, mais le nomade ne réagit ni avec surprise, ni avec peur, parce que tout cela faisait partie du plan. Scar est malin et comprend qu'il est tombé dans un piège, préparé depuis bien longtemps. Alors, il essaie de fuir, mais avant qu'il ne puisse se téléporter dans un monde illusionnel, le nomade saute dans son illusion pour l'affronter. Cette fois, Scar prend la forme d'une bête immense, mais perd quand même. Vaincu, il se demande comment c'est possible, et c'est à ce moment-là que le jeu nous révèle en tant que joueur que c'était prévu depuis le début. On voit donc le plan, la rencontre secrète, le piège, et tout se reconfigure rétroactivement. Scar est donc menotté, mais avant de partir, il vous lance une phrase. Lorsque vous saurez ce que vous êtes vraiment, vous viendrez rejoindre les Fractsidus sans hésiter. Puis il vous lance sa carte. Après son arrestation, Jinxie vous parle pour la première fois ouvertement du Littoral Noir. Un membre de cette organisation l'a contacté dès votre réveil. C'est grâce à eux que votre rencontre s'est passée aussi proprement. Jinxie vous suggère donc de vous en rapprocher. En prenant un peu de repos, le nomade raconte tout à Yang Yang et Xixia. Pour entrer en contact avec le Littoral Noir, ils ont besoin d'attirer leur attention. On sait que tous les membres du Littoral Noir portent une fleur noire, donc il nous faut une fleur noire. C'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, Verina. Elle analyse l'image de la fleur qu'on lui montre, puis elle en crée une version artificielle grâce à sa résonance. Une fleur sans racines qui ne devrait pas exister et qui pourtant existe. Quand le nomade s'éloigne, il sent qu'on le suit. Au début, il pense aux Fractsidus, ce n'est pas eux. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais dit que quelqu'un nous surveillait. Et bien ce quelqu'un, c'est Camélia, qui nous attaque sans préavis. Une rafale de coups, une agression. Pour le nomade, c'est pas n'importe qui, alors il finit par la plaquer au sol et elle décide de se présenter. Porteuse de fleurs du Littoral Noir, son rôle, repérer les talents, tester leurs capacités, et s'ils sont assez bons, les entraîner. Tétis lui avait en fait ordonné de vous chercher. Mais Camélia a clairement moins d'intérêt pour la mission que pour l'occasion de se battre. Et c'est presque un peu touchant. Elle a d'ailleurs une obsession assez honnête pour vous. Et vous avoue sans sourciller qu'elle va le faire que vous observer pendant les prochains jours. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît. Après cette rencontre un peu étrange, de retour en ville, là, 2 autres personnes nous suivent. Alto et la petite encore. Xixia trouve Alto assez louche. Elle l'interroge et encore, sans le faire exprès, le rend encore beaucoup plus louche. Alto finit par disparaître dans une fumée, ce qui le rend encore plus louche. En fait, il y a un jeu de mots avec encore, comme elle s'appelle encore, et que je dis encore 2 fois parce que en fait, comme elle quand on le retrouve, il a abandonné complètement le costume du type suspect. Il a un message à faire passer. Il sait qu'on a fait fabriquer une fleur noire par une résonatrice plante. Il nous dit que le Littoral Noir, lui aussi, a ce genre de personnes. Il a des informations sur notre passé, mais comme c'est un courtier en information, il les travaillera pas gratuitement. Tu me rends un service, je te rends un service. Sa mission est d'enquêter sur une installation abandonnée de la cour de Savantai. Quelque chose cloche dans leur système de détection de lamentation. Probablement une balise résonatrice endommagée. Une fois qu'on arrive à l'installation, on apprend des choses importantes. Ce centre de recherche était financé par un superviseur des Fractsidus, très probablement Scar lui-même. L'objectif officiel, recréer la déesse inconnue, celle qu'on voit au début du jeu. Alto nous montre alors une image holographique. Le nomade dit qu'il pense la connaître et Alto répond à voix basse « Je le savais ». Et dans cette demi-phrase, on entend que le Littoral Noir en sait bien plus qu'il ne le montre. Les chercheurs de cette installation représentaient une faction interne marginale, fanatisée. Ils étudiaient une civilisation très ancienne qu'ils considéraient comme divine. Ils ont essayé de recréer les événements du passé en utilisant une pluie rétroactive artificielle. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors ils ont tenté une réplique et ils ont accouché, si je puis dire, d'une chose mécanique monstrueuse qu'ils ont laissé pourrir dans leur propre couloir. Après l'enquête, Alto répond à quelques questions. Pourquoi étaient-ils venus à Jinzhou ? Parce qu'ils avaient senti que le réprimantum allait être ressuscité. Ils étaient venus prévenir la magistrate. Quel est le lien entre vous
et le littoral noir. Là, Alto admet ne pas savoir grand-chose. Il n'est qu'un consultant, mais il révèle une information qui vaut le détour. Ce n'est pas la première fois que vous vous réveillez, ça on le sait déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que la fois d'avant, vous vous êtes réveillé au littoral noir. Et là, retenez bien ce que vous venez d'entendre. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un cycle qui se répète. Combien de fois? Personne ne sait. La 1.x ne nous le dit pas, mais on a un indice, et cet indice, on l'aura à la toute fin. À peine la mission terminée, on sort, et une véritable pluie rétroactive est en train de tomber. C'est une pluie qui n'a pas l'air d'être de l'eau. Elle agit sur la mémoire des lieux, elle réveille les morts. Un appel de Yang Yang en urgence, Jinsu est attaqué. Une éruption de Tacet Discord est en cours. Frolova contrôle les Tacet Discord, et elle tente à grande échelle de ramener le réprimantum de la guerre. On passe à Jian. Il est en première ligne dans les hauts des roches. Vous savez pas qui c'est? Vous le saurez bientôt. La pluie rétroactive provoque des hallucinations, surtout dans les zones où beaucoup sont morts. Plus l'attachement émotionnel au lieu est fort, plus l'hallucination est intense. Heureusement, une antidote a été distribuée. Malheureusement, certains soldats continuent malgré tout à voir des choses dans la pluie. Jian n'y échappe pas. Il voit l'ancien général des gardiens de minuit, le général Genshulin. L'hallucination critique son commandement. Elle remonte à l'époque où Jian n'était pas encore général, il était médecin. Ce jour-là, il avait conseillé à Genshulin de ne pas partir, à cause de ces mêmes fantômes de la pluie. Genshulin ne l'a pas écouté et a décidé de partir quand même. Et il est mort. Et maintenant, le fantôme se tient devant lui, dans cette même pluie, et lui pose la seule question qui compte. Et toi, à ma place, qu'est-ce que t'aurais fait? Ce moment-là, sans en faire trop, est l'un des plus beaux de la 1.x. Il n'est pas réglé avec un grand discours, il est réglé par un homme seul sous la pluie qui comprend qu'il a le devoir de décider et de sauver son pays. Et là, la lune des ombres apparaît. Quand elle sera pleine, Harupa reviendra, le réprimantum de la guerre. Harupa consomme les fréquences des âmes pour se renforcer. Et après tant de batailles oubliées, la plaine de Norchut est devenue un cimetière d'âmes gigantesques, accumulées sur des siècles. Un Harupa qui reviendrait maintenant serait donc plus fort qu'il ne l'a jamais été. La lune des ombres accumule de l'énergie et finit par faire apparaître, dans le ciel, une immense statue. Une statue faite de débris, de roches, de fragments d'armes attirés par une perturbation gravitationnelle. Comme si toutes les guerres oubliées de Solaris 3 remontaient à la surface en même temps et tentaient de prendre une forme. Autour d'elle, elle crée une barrière pour continuer à se nourrir tranquillement. Avec Jian, Mortefai et Baishi, on prépare une stratégie. Il faut impérativement frapper avant que la barrière soit stable. À l'intérieur, le nomade, Yang Yang et Jian remontent à travers les ruines flottantes jusqu'à la statue. C'est là que la confrontation commence. Le réprimantum reprogramme les fréquences du Sans-Couronne, le boss qu'on avait battu en une seconde au début du jeu. Mais cette fois, il est armé autrement, bien plus puissant. Alors, face au nomade et à Jian, ça ne suffit pas. Le Sans-Couronne tombe, le réprimantum absorbe alors ces fréquences brisées, les rassemble et les envoie vers la lune. Oui, la lune les digère. Alors ouais, c'est étrange, mais elle fait naître autre chose, bien plus terrifiant. Et cette fois, je rigole pas. Le sans-délire. Le nom en français fait pas vraiment peur, mais je vous assure que visuellement, ce n'est pas drôle. On ne veut pas être en face de cette chose. Mais le nomade et Jian l'affrontent quand même. Et en plein combat, ils comprennent que la lune, derrière le boss, est son point faible. Et que le sans-délire est là pour la protéger. Le combat est vraiment rude, et Jian finit par s'épuiser jusqu'à tomber au sol, s'écrasant dans la boue sur ses genoux. Et là, le nomade dépasse sa propre limite. Quelque chose change. Abby absorbe une portion des fréquences du sans-délire, pas une bouchée, une morsure. Et de cette morsure naît une nouvelle forme. Une forme qu'on ne savait pas être en nous. J'ai nommé le nomade Havok. Le sans-délire est battu, il s'effondre tordu, vaincu, la lune se retire, le corps du boss s'embrase et explose dans une sphère d'énergie suffisante pour réduire la région en poussière. Cette énergie, heureusement, est absorbée par Abby, qui protège tout le monde. La pluie s'arrête, les Tacet Discord disparaissent, la bataille est gagnée. L'acte suivant ne nous donne pas de nouveaux ennemis. Il nous donne du contexte, beaucoup de contexte, sur ce qui se passait dans l'ombre et sur la manière dont tout cela s'est mis en place. L'élément central, c'est ce que Jinsi nous avait dit en secret. La sentinelle Jiao a disparu. La question alors est: que lui est-il arrivé? Quelque temps avant le réveil du nomade, Scar et les Fraxidus l'ont capturé. Pour 3 raisons. La première, ressusciter le réprimantum, le truc dont on vient de casser la gueule, sans que Jiao ne vienne tout péter. Bon bah on n'avait pas besoin de ça. C'est aussi pour ça qu'il voulait recruter le nomade, pour l'écarter ou s'en faire un allié. Un peu raté. Deuxième raison, il savait que Jinsi finirait par la chercher, et peut-être même par la trouver. Et quand, à la fin de cet arc, Jinsi entrera en collision avec les fréquences de Jiao, poussant sa résonance jusqu'à la limite, ce sera l'événement déclencheur de son éveil secondaire. Si vous n'avez pas compris, je vais l'expliquer très bientôt. Les Fraxidus cherchent à créer leur propre résonateur artificiel. En combinant Tacet Discord et humains, pour perfectionner leur méthode, ils ont besoin de comprendre l'éveil secondaire. Au début, ce n'était qu'une hypothèse confiée à la cour de Savantae pour étude. Si l'hypothèse se vérifie alors, les Fraxidus pouvaient créer des résonateurs artificiels assez puissants pour rivaliser avec les sentinelles, voire au-delà.
Troisième raison, plus tactique. Jiao manipule le temps. Il pouvait alors gagner énormément en l'exploitant directement. Un mandat temporel arraché, c'est une arme qu'aucun pays ne possède. Maintenant qu'on a pris en compte ces éléments, on va pouvoir décortiquer tout ce que je vous ai dit et passer à une étape intéressante de l'histoire. Il y a longtemps, le mont Firmament a été attaqué. La ville a été détruite par des tassets de discorde. Pour protéger ce qu'il en restait, la sentinelle Jiao a posé une barrière temporelle autour de la montagne. Cette barrière modifie le temps. Un siècle dehors équivaut à une demi-journée à l'extérieur. Entrer, sortir ou simplement voyager, c'est presque impossible pour quelqu'un d'ordinaire. Et si on quitte le mont Firmament, le corps absorbe d'un coup tout l'écart accumulé. En un instant, vous pouvez prendre 100 ans dans la gueule. Pendant l'attaque originelle, un nourrisson a été tué dans le chaos. La sentinelle Jiao l'a ramené à la vie et l'a élevé jusqu'à son adolescence, comme sa propre fille. Cet enfant est ensuite parti pour Jinzhou, où elle est devenue la magistrate. Cet enfant, c'est Jinxi, elle est la résonatrice désignée par la sentinelle Jiao. Et à cause de l'état actuel de Jiao, la santé de Jinxi et ses capacités commencent à décliner aussi, parce que le lien entre une sentinelle et son résonateur ne va pas que dans un sens. Quand l'une vacille, l'autre encaisse. Voilà pourquoi dès que la menace du réprimandum est neutralisée, Jinxi ne perd pas une seconde, elle part seule pour le mont Firmament. Avant de finir avec l'aventure de Jinxi et de sa sentinelle malade, revenons au nomade et à ce qui a suivi sa transformation. Après la bataille, le nomade retourne à l'académie pour un examen médical. Baishi confirme cette hypothèse sur l'être qui vit en lui. Cet être partage les fréquences d'un tasset Discord stocké dans une banque de données, comme un écho personnel. Un écho qu'on aurait absorbé à un moment et qui ne serait plus jamais reparti. La relation entre le nomade et Abby est convergente, codépendante. Si l'un devient plus fort, l'autre devient plus fort. Si l'un est blessé, l'autre l'est aussi. Ça peut vous rappeler quelque chose. Et Abby ne peut pas se manifester sans le nomade. Ce ne sont pas deux entités côte à côte, c'est presque une seule, avec deux voix. Abby, qu'est-ce que c'est exactement? Ou plutôt, qui c'est? Baishi nous donne des détails. Dans d'autres pays, il existe des échos hautement intelligents, capables d'agir par eux-mêmes, présents dans tous les aspects de la vie humaine, avec des capacités qui dépassent ce qu'on imagine ici. Aucune des deux, on n'a jamais vu en personne, mais elle pense qu'Abby pourrait être de cette catégorie. Le nomade retrouve ensuite Yang Yang et Chichia au restaurant Panua. Il leur présente le compagnon qui vit en lui, et le compagnon veut un nom. Il choisit alors lui-même Abby. C'est une scène qu'on oublie facilement, et pourtant elle est vraiment belle. Une créature ancienne qui a peut-être vu naître des civilisations entières, qui se choisit elle-même un prénom dans un restaurant random. Moi j'aime bien. On lui demande par contre de montrer ses pouvoirs, et il se rend compte qu'il sait pas comment faire. Alors on lui repose la question, dans quelles circonstances ses pouvoirs s'activent-ils exactement? Et ben on n'a pas de réponse pour l'instant. Revenons-en, ou plutôt finissons-en, avec ce qui se trame sur le mont Firmament. Les jours passent et Jinxi ne revient pas. En attendant, le nomade a une vision étrange, et il en parle avec Abby. Le nomade se souvient d'une éruption de tasset Discord sur une montagne en forme de dragon, où Jiao sauve les habitants en manipulant le temps, puis en y déposant une barrière protectrice. Aujourd'hui, on sait, cette montagne est le mont Firmament, et ces événements ont déjà eu lieu. Plus tard, le nomade et Abby parlent à deux vieillards assis non loin. L'un évoque une terre lointaine où il existe d'autres échos peut-être similaires à Abby. On le sait aujourd'hui, c'est Rinascita. L'autre, vieil homme, explique que le mont Firmament est le lieu d'origine des premiers habitants de Jinzhou et qu'il a la forme d'une statue géante de la sentinelle Jiao. Sanua finit par venir nous voir. Elle est inquiète. La magistrate est partie seule, depuis longtemps, ne donne plus de nouvelles et est sûrement en danger. Le mont Firmament est déjà dangereux en soi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très peu de ceux qui y vont en reviennent. Sanua organise donc une rencontre, une guide capable de mener le nomade à travers les anomalies temporelles et les éventuelles barrières. La guide, c'est Changli, une amie proche de Jinxi qui est sa mentor. Quand Changli voit le nomade, elle remarque quelque chose. Il ressemble à une figure légendaire, quelqu'un sur qui le temps du mont Firmament n'avait aucune prise. Elle commence à soupçonner que le nomade a un lien profond avec la sentinelle et qu'il est peut-être lié aux anciennes prophéties, celles dont on parle à voix basse et que personne ne prend tout à fait au sérieux, jusqu'au jour où elles se réalisent. Ils partent à la recherche de Jinxi, que le joueur voit en train d'essayer de stabiliser la zone. Ils atteignent Hongzen, qui est envahi par des artefacts de Fraxidus. Ils trouvent une cité-refuge cachée où ils y rencontrent Xigny, une ancienne responsable municipale qui s'occupe des évacués, et accessoirement un des meilleurs PNJ du jeu. Xigny raconte ce que Jinxi a fait dans la région. Elle a tout protégé et stabilisé, puis a tenté de récupérer une clé nécessaire pour ouvrir la chambre Mianlong, le lieu de repos de la sentinelle. Jinxi, même blessée, sait qu'elle devra affronter la sentinelle. Elle sait qu'elle a le potentiel de la surpasser, et c'est ça son éveil secondaire. Et même si Scar lui a soufflé une partie de ses informations dans le but de la manipuler, Jiao lui avait déjà dit tout cela il y a longtemps. Je sais que c'est pas clair pour l'instant, ça va le devenir, croyez-moi. Jiao lui avait dit qu'un jour, elle se battrait, qu'un jour, Jinxi la dépasserait et que ce jour-là, les habitants de Jinzhou prendraient eux-mêmes le contrôle de leur destin. Pesez bien ce que ça veut dire. Une sentinelle qui élève un enfant en sachant que cet enfant la remplacera et qui le lui dit et qui s'y prépare pendant des années sans rancune et sans regret.
Qui programme une chose pareille? Qui décide qu'il élèvera la fille qui la tuera? Quelqu'un qui pense que la transmission compte plus que la conservation. Quelqu'un qui ne veut surtout pas que le pouvoir reste dans les mêmes mains. Avec Xingni et Changli, on prépare alors le plan. Détourner les forces ennemies au passage Veritas et protéger la chambre bien longue pendant ce temps par une embuscade. En arrivant au passage Veritas, on en apprend plus sur Jiao. Elle était déjà blessée gravement avant même d'arriver au Mont Firmament. Elle n'avait plus la capacité de restaurer pleinement le temps, elle pouvait l'arrêter, le rembobiner, mais plus du tout le restaurer. Voilà pourquoi le temps, autour du Mont Firmament, est si étrange. Changli note que les blessures de Jiao continuent d'empirer. Si Jiao meurt, les perturbations temporelles deviendront ingérables. Elles avaleront Jinzhou tout entière, pas métaphoriquement, littéralement. La cour de Savantae avait autrefois conçu des chronotrieurs. L'idée, exploiter le mandat temporel de Jiao pour déclencher l'éveil secondaire. Toutes les tentatives ont échoué. Les dispositifs peuvent contrôler le temps localement, mais ce n'est pas assez. L'hypothèse de l'éveil secondaire propose une autre voie, une collision entre deux fréquences résonantes. Si cette collision se produit, un résonateur peut connaître un éveil secondaire et atteindre un niveau de contrôle bien supérieur. On parle d'un contrôle sur le temps, dans le cas de Jinzi. Changli le confirme, le combat doit avoir lieu. Sans le combat, pas d'éveil, et sans éveil, pas de restauration du temps. Et sans restauration du temps, Jinzhou disparaît. Épaulé par Changli, il libère Jiao. Et c'est là qu'une scène très importante va se dérouler. Le nomade ordonne à Jiao de transférer son accès au mandat temporel à Jinzi. Et c'est important ce verbe, ordonne. C'est pas une demande, c'est pas je te suggère, non, je t'ordonne. Parce que Jiao, qui est une sentinelle, attend son ordre, parce que le nomade est son arbitre. Et voilà, le mot que vous avez demandé de retenir jusqu'au bout. Si vous l'avez, je suis très fier de vous. Sinon, abonnez-vous, j'imagine. Jinzi affronte donc Jiao. L'éveil secondaire a lieu, le temps autour du Mont Firmament se rétablit, Jinzhou est sauvé. Et le nomade, après l'épreuve, peut enfin poser ses questions. À travers les réponses de Jiao, on commence à voir le chemin du nomade, tel qu'on le voit. Elle l'appelle son arbitre, son ancien maître. Parce que, avons-nous perdu la mémoire? Jiao ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est ce que vous lui avez transmis vous-même. Et puis, elle dit cette phrase, la phrase qui éclaire toute la vidéo, la phrase pour laquelle, en fait, j'ai voulu faire ce récap. Le nomade, dans une autre vie, lui avait dit qu'il voulait participer à l'histoire, faire des choix et observer le développement des civilisations. Est-ce que vous saisissez ce qu'il y a dans ces trois propositions? On ne parle pas de règne, on parle de participer. On ne veut pas surplomber, on parle d'observation. On ne parle pas non plus de décider tout pour les autres, mais faire des choix, comme tout le monde, comme un homme, parmi tant d'autres. Et là, tout se relie en arrière, tout, et ça fait mal. L'amnésie qu'on prend pour un accident depuis le début du jeu, c'est lui qui l'a programmé. Il a effacé sa propre mémoire de ses propres mains, en toute conscience, pour pouvoir revenir en bas, sans son poids, sans ses certitudes, sans tout ce qu'il sait depuis 10 000 ans, pour pouvoir justement participer, pour pouvoir faire des choix comme s'ils étaient les premiers, pour pouvoir observer comme s'ils découvraient. Maintenant, regardez tout ce qu'on a vu jusqu'ici sous cet angle. Le nomade n'a jamais cherché à dominer les sentinelles alors qu'il en est l'arbitre. Le système Pangu conçu pour que les autres puissent collecter les échos comme lui, pas pour garder le monopole, pour partager. Jinzhou fondée puis abandonnée à elle-même. Jiao élevé pour que Jiao élève à son tour Jinzi, une lignée de transmission, pas de domination. Le littoral noir quitté plutôt que de sacrifier la gardienne. C'est un refus de la décision froide. Et maintenant, la mémoire effacée par lui. Le nomade est un être qui a tout fait pour ne pas devenir un dieu. C'est ça le cœur de Wuthering Wave. Tout le reste tourne autour de cette idée. Et Jiao explique aussi qu'elle avait obtenu autrefois la permission de transférer le mandat temporel à Jinzi. C'est ainsi qu'elle avait été conçue. Elle nous laisse, à la fin, ces mots. Le littoral noir est le point de départ de votre voyage dans ce monde. Si vous avez des doutes, je vous suggère de visiter cette terre. Les vagues rugissantes s'écoulent sans fin et elles vous ramèneront à ce dont vous appartenez. On a fini quasiment l'arc du littoral noir, et voici comment il se referme. À cause des erreurs du cœur de Tétis, les âmes qui, si vous vous souvenez bien, avaient été simulées créant un accident, nous faisant comprendre que c'était pas la bonne solution, eh bien, elles continuent d'être amenées, et certaines, à force de revenir, commencent à devenir conscientes. L'une d'elles est consciente. Elle sait que Tétis est instable, elle sait que le système a besoin d'un nouveau cœur. Elle met donc en place un plan pour ramener le nomade jusqu'ici et peut-être l'assimiler. Le nomade et la gardienne du littoral noir explorent donc la lamentation enfermée dans Tétis. La lamentation capture la gardienne et veut s'en servir comme cœur. Il y a quelque chose de cruel ici.
Le nomade rencontre la gardienne pour la première fois. Sauf qu'en réalité, c'est la 1001e. Elle ne se souvient pas de lui, lui ne se souvient pas d'elle. Ils se découvrent à neuf, comme deux étrangers, alors qu'ils ont partagé des siècles de vie commune. Imaginez ça une seconde. Apprendre à connaître quelqu'un que vous avez aimé pendant 1000 ans et ne pas le savoir. Mais même s'il ne s'en souvient pas, le nomade ne voit pas la gardienne comme une entité artificielle. Il voit son humanité. Finalement, la gardienne remplace le cœur par une fréquence plus calme, plus stable. La situation est donc sauvée. Sauf que si vous êtes comme moi, là pour vous il y a un truc qui cloche. Parce que la fin de cette quête laisse une vraie question ouverte. Si une telle solution était possible, c'est-à-dire remplacer le cœur sans sacrifier la gardienne, pourquoi ne pas l'avoir utilisé plus tôt? Pourquoi tout le drame initial? La quête laisse le trou en l'état, sans réponse. Et c'est dommage, parce que ça fragilise rétroactivement toute la motivation du nomade quand il avait quitté le littoral noir 20 ans plus tôt. Qu'on soit d'accord. Sur ce point, l'écriture me déçoit énormément. Par contre, j'ai creusé un peu, et j'ai vu que beaucoup de gens ont été remplacés, notamment dans l'équipe de ceux qui s'occupaient de l'histoire, justement. Et franchement, vu ce qui arrive après, c'est la meilleure décision que Kuro aurait pu prendre. Vous êtes même pas prêt. L'arc 1.x renferme effectivement une boucle, mais pas toute. La grande question, c'est qui est vraiment le nomade, et combien de fois s'est-il déjà réveillé comme ça? Également, la question d'Abby, la question de la déesse, qu'on voit au tout début, la question de ces eaux de terre dont on parle à voix basse, ces lieux où existent des échos qui parlent et marchent au grand jour. Bon, pour vous expliquer tout ça, je suis en train de construire la partie 2 de cette vidéo. Et croyez-moi sur parole, ce qu'on va y découvrir là-bas viendra confirmer une partie de ce que je pensais et complètement bouleverser certains éléments qui paraissaient pourtant vraiment certains, comme dans tout bon récit.